Donc, Laetitia Celi, qui va nous présenter. Donc, ah, vous êtes deux. Alors, j'avais qu'un nom. Donc, vous êtes Margot Régnier. Margot Régnier, d'accord, vous étiez co-auteur. Donc, vous allez nous présenter donc cette étude très intéressante que vous avez faite sur l'impact du volume sonore en fait à bord des bateaux de la marine. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Laetitia Celi, je suis responsable de projet en facteurs humains et ergonomie à Naval Group. Margot Régnier, je suis équipier discrétion acoustique sur programme sous-marin à Cherbourg. Et donc avec Julien Poitvin, qui a le même métier que moi, et Laetitia, on s'intéresse au confort acoustique à bord, enfin à l'amélioration de la qualité sonore à bord pour la performance du marin. Et donc là, aujourd'hui, on va vous présenter plus particulièrement une partie de nos travaux sur la perception sonore à bord. Voilà. Pour la contrôle L, ça fait en faisant contrôle L, on a en contrôle L. Voilà, merci. Donc, une des performances clés d'un sous-marin, c'est la maîtrise de sa discrétion acoustique. Et donc, la signature acoustique d'un sous-marin, elle est induite par différents phénomènes. D'abord, le bruit d'origine hydrodynamique par le fonctionnement du propulseur, et puis l'écoulement de l'eau et son interaction avec la carène du sous-marin. Et puis, on a tout ce qui est bruit de plateforme, donc à l'intérieur de la coque, qui sont générés par différentes voies de transfert. On a d'abord les vibrations des matériels qui sont généralement découplés et montés sur des berceaux. Ensuite, on a tout ce qui est bruit fluidique par circuit fluide, huile et surtout eau de mer qui sont débouchants à la coque. Et puis ensuite, on a tout ce qui est bruit aérien, donc l'acoustique dans l'air, qui peut aussi se propager à l'extérieur du bateau. Donc nous, c'est sur ce bruit-là qu'on s'intéresse. On peut passer à la slide suivante. En fait, il y a dans la gamelle de l'équipier de discrétion acoustique, il y a une autre exigence qui est l'habitabilité, qui est en fait reliée à la législation du travail et à l'exposition au bruit des travailleurs. Et en fait, les exigences, elles sont un peu les mêmes que dans le civil, c'est-à-dire on doit respecter un niveau de bruit en décibels pondéré A. Le A, c'est pour la prise en compte en fait du spectre auditif, c'est-à-dire qu'on n'entend pas de la même manière dans les basses que dans les hautes fréquences. Ce niveau de bruit-là, donc il est global, c'est-à-dire qu'il est vraiment sommé sur toute la gamme de fréquences. Il dépend, la valeur dépend de la fonction du local. Donc, par exemple, dans une chambre, on doit respecter 60 décibels A, alors que dans une salle des machines, c'est un peu plus élevé. Et puis là, dans ce cas-là, le travailleur peut être équipé de protection auditive. On peut... Ouais, voilà, merci. Quand le bateau est en phase de conception, pour vérifier qu'on va respecter ces critères-là, eh bien, on fait des modélisations acoustiques avec des outils. Donc, on a un outil ICAR 3 qui est développé par le Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc, on modélise le local avec ses matériaux sur les parois et on va venir lancer des faisceaux et des particules. En fait, c'est des méthodes optiques qui sont utilisées en acoustique pour, par exemple, calculer son temps de réverbération. Donc, c'est le temps que met un son à décroître. Par exemple, dans une église, on aura un temps de réverbération très long. Et dans un environnement clos et relativement confiné, il sera très, très court. Ce temps de réverbération nous donne un peu l'information sur le caractère acoustique du local, qui nous permet de valider les modèles. Et donc ensuite, on peut aussi calculer la transmission du bruit aérien jusque dans l'eau. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de calculer un niveau global en décibels A dans le local pour voir si on respecte l'exigence. Et une fois que le bateau est construit, eh bien, en fait, on allume les sources acoustiques qui seront dans le local, des sources stationnaires connues, suivies en discrétion acoustique, et on vient utiliser un sonomètre pour mesurer le niveau global en décibels A.
Alors, le sonomètre, c'est un microphone hein, qui mesure un champ sonore. Il est vraiment différent de nos deux oreilles. On a deux points de mesure dans l'espace. Donc déjà, ça nous donne des informations complètement différentes. Après, derrière les oreilles, on a le cerveau qui traite l'information. Donc en fait, le décibel A, c'est bien, mais ça traite pas tous les irritants du marin à bord en termes de confort acoustique. Donc, c'est là que nous, on intervient. On peut passer à la slide suivante. Merci. On s'est dit, dans l'automobile, il y a des études psychoacoustiques qui sont vraiment développées. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer au naval militaire? Et donc, on va d'abord voir ce qui se fait ailleurs. Donc, bien sûr, les chantiers de l'Atlantique, ils s'intéressent au confort des passagers sur les paquebots. Donc, voilà, il y a plusieurs papiers sur le sujet, mais pas vraiment sur la psychoacoustique. Et puis, dans la défense, on a les Américains qui s'intéressent surtout au bruit sur porte-avions. On a vraiment une problématique sur tout ce qui est décollage des avions. Et sur l'intelligibilité à bord, c'est-à-dire la bonne transmission des informations à l'oral. Donc ça, on peut calculer un critère pour ça. Et en fait, l'impact d'une mauvaise intelligibilité sur la réussite d'une tâche collective dans un central opération. Donc, nous, du coup, l'étape suivante, c'est est-ce qu'il y a un sujet sur les bateaux français particulièrement. Du coup, on a profité de la présence de nos experts opérationnels à Naval Group, donc anciens marins, pour un peu sonder le sujet. Alors, bien que les exigences soient respectées en termes de décibel A, on se rend compte qu'on a quand même du retour d'expérience négative de la part de nos utilisateurs. Donc, on a décidé de faire passer des entretiens utilisateurs auprès d'un panel composé d'experts opérationnels, de marins, mais aussi de différents métiers internes à Naval Group qui travaillent en lien avec les environnements, donc les ambiances à bord. Donc c'était un interview assez générique où ça touchait vraiment toutes les ambiances. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait 46% de nos personnes interviewées qui considéraient l'environnement sonore comme l'environnement à étudier en priorité au sein de nos bateaux. Et donc, parmi les retours négatifs qu'on a eus, il y a des marins qui nous rapportaient que c'était difficile de dormir à bord parce qu'il y avait du bruit de sonar ou d'hélicoptère, ou alors ils se trouvaient à côté du pont d'envol, par exemple, sur le porte-avions. Ensuite, pour aller plus loin, du coup, on s'est vraiment focalisé sur le confort acoustique à bord. Et donc là, on a créé un questionnaire qu'on a distribué à 119 personnes. Donc, c'était des experts opérationnels ou des sous-mariniers. On a obtenu 67 réponses de participants. Et ensuite, donc, on a fait une analyse. En premier lieu, les locaux qui reviennent le plus en termes de bruit, c'est les locaux de la zone arrière des bateaux, où se trouve vraiment la partie propulsion. Ensuite, on a certains locaux vie, comme la cafétéria. C'est un lieu de vie convivial où les marins se réunissent pour prendre leur repas ou pour se divertir. Donc, il y a beaucoup d'interactions, de discussions. Et puis, on a également des locaux opérationnels, donc les locaux de conduite, où finalement, il y a la plupart des postes de travail qui se situent. Et donc, il y a beaucoup de coactivités dans ces locaux-là. Et donc, il y a 33% à peu près des marins qui rapportent que ces environnements-là sont bruyants, donc les lieux de conduite. Et donc, on se rend compte que finalement, le bruit des machines, c'est pas le seul facteur qui impacte le confort acoustique des marins. Donc, il y a les locaux opérationnels et notamment certaines situations. Par exemple, en situation de combat, il y a plus de marins qui sont présents dans les locaux de conduite. Il y a beaucoup plus d'interactions et donc l'intelligibilité diminue.
Donc, les principales conclusions de cette première analyse, c'est que le bruit peut être lié à l'activité humaine. Les marins dans nos bateaux, ils n'ont pas forcément d'échappatoire au bruit parce qu'ils partent en mission pendant parfois plusieurs mois. Et aujourd'hui, on sait à travers la littérature que le bruit, ça a un impact sur le stress, la fatigue et que ça peut générer des risques d'erreur humaine. Donc nous, on a décidé de développer une stratégie de définition et d'application d'une nouvelle réglementation en matière de confort acoustique. Donc, on s'est intéressé aux critères psychoacoustiques et aux critères d'intelligibilité. On regarde aussi le design sonore et on essaye de mettre en place de nouvelles méthodes de mesure acoustique. Ensuite, on a décidé de faire une petite étude expérimentale où on a calculé finalement l'intelligibilité dans un poste de conduite de bateau. Donc, on a simulé 2 aménagements différents. Donc là, ce qui est représenté par des rectangles bleus, c'est les postes de travail. Donc, dans l'aménagement 1, on a les postes de travail qui se situent en bas, qui sont vraiment tous alignés. Et dans l'aménagement 2, on a une configuration qui est en L. Et puis, on a regardé aussi l'intelligibilité selon 2 situations. Donc, une situation nominale normale et puis une situation de combat, donc où il y a plus d'opérateurs dans le local. Les opérateurs, c'est ce qui est représenté par des ronds bleus et des ronds gris. Les ronds bleus, c'est des sources, donc c'est les opérateurs qui émettent de l'information ou des ordres. Et en gris, c'est les opérateurs à leur poste de travail qui reçoivent l'information. Donc en fait, cette étude, elle est bien numérique et on l'a réalisée avec l'outil du CSTB dont je parlais tout à l'heure. Donc d'abord, l'étape de vérification du modèle, c'est on calcule le temps de réverbération et on le compare à un temps de réverbération en fonction de la fréquence qui a été mesurée à bord dans un local similaire en termes de volume et d'encombrement et de fonctionnement. On n'a pas pris en compte de bruit de fond lié à des sources type ventilation, sources stationnaires. C'est vraiment le bruit émis par l'activité humaine. Et donc pour ça, en fait, on a une norme qui nous donne des spectres de voix d'hommes élevés, normales et élevées, donc ici en vert et en rouge. Donc ce sont des spectres en tiers d'octave en fonction de la fréquence. On a un niveau dans chaque bande de tiers d'octave. Et donc, du coup, on calcule. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître l'intelligibilité. Donc, à quel point le message émis par un officier va être compris des opérateurs qui sont à leur poste de travail en fonction donc du bruit de fond. En situation normale, donc on a un bruit de fond dit généré avec une voix d'homme normale. Et puis, en situation de combat, on va considérer que les opérateurs parlent un peu plus fort et donc le bruit de fond est un peu plus élevé. On peut passer à la planche suivante pour les résultats. Donc, le critère qui nous renseigne sur l'intelligibilité, c'est le Speech Transmission Index, donc l'indice de transmission de la parole. C'est un critère qui est compris entre 0 et 1. 0 pour une inintelligibilité totale et 1 pour une intelligibilité parfaite, donc un message transmis parfaitement. Ce qu'on voit, c'est que donc on a fait un premier calcul sans bruit de fond, donc le STI est très très bon, supérieur à 0,8, et avec le bruit de fond, donc on a un STI qui varie entre 0,2 et 0,6 et donc qui dépend des différentes directions d'échange entre les postes de travail. Et donc en fait, la meilleure intelligibilité, elle est obtenue en situation normale, donc sur le schéma du haut pour l'aménagement en L, et en situation de combat plutôt pour l'aménagement numéro 1 où tous les postes sont alignés sur le bas. Et l'intelligibilité, bien sûr, diminue avec le niveau de bruit de fond. Donc, c'était voilà une première étude dans un poste opérationnel, étude numérique, qui est à améliorer, notamment en prenant en compte du bruit de fond un peu plus lié aux machines, fonctionnement des machines.
Et donc, si on passe planche suivante, là, on voulait plus s'intéresser à un local type vie, puisqu'on a vu que c'était aussi dans ces locaux-là que on avait des irritants sur l'environnement sonore. Et donc, on a eu l'opportunité, en fait, de faire des mesures cette fois dans une cabine démonstratrice que l'on a à Cherbourg, qui est similaire à celle que vous pouvez voir au musée de la Marine à Paris et qui est en fait une cabine de SNA Barracuda. Donc pourquoi la cabine? En fait, la cabine, c'est un lieu important pour le sous-marinier, enfin pour le marin. C'est un lieu où il a plusieurs activités, il se repose, il se ressource et il peut aussi travailler. Donc la cabine en question, elle comporte 6 bannettes, un bureau et plusieurs placards. Et les sources acoustiques qu'on peut identifier, on a 2 bouches de ventilation, on en voit une derrière le mannequin dans la cabine, et après on a des bouches de ventilation. Donc là, c'est les 3 petites bus que vous voyez dans la bannette de gauche, qui est de la ventilation individuelle. Et puis après, on a choisi aussi de voir, de mettre un clavier d'ordinateur, faire fonctionner un clavier d'ordinateur. On aurait pu inclure des ronflements. Voilà. Donc on a réalisé plusieurs mesures acoustiques. Alors on a toujours une étape de caractérisation de l'acoustique du local par la mesure du temps de réverbération. Ensuite, on a mesuré le niveau de pression acoustique au moyen du microphone, comme ce qu'on fait aujourd'hui avec le sonomètre. Et on a un nouveau système d'acquisition qui est le casque binaural, qui en fait mesure la pression acoustique, mais tel qu'on le perçoit avec nos 2 oreilles. Donc on a vraiment un micro au niveau de chaque oreille, et comme ça on peut avoir une information sur la spatialisation sonore, ce qu'on n'a pas avec un seul microphone. Et donc là, on est en train de post-traiter les signaux pour en sortir des indicateurs complémentaires au niveau de pression acoustique en décibels A. Et normalement, je redonne la main à Laetitia pour la fin de la présentation. Alors, pour aller plus loin, on aimerait bien reproduire l'environnement sonore à l'intérieur des simulateurs pour pouvoir améliorer la performance des marins. Donc, pour ça, il va falloir qu'on modélise l'acoustique dans ces simulateurs. Donc, pour ça, il faut une bonne connaissance des environnements sonores qu'il y a à bord de nos navires, et il faut avoir la capacité à reproduire le son dans le simulateur. Donc, il y a encore des connaissances à approfondir, notamment sur le design sonore, les effets du son sur la performance humaine. Et puis, il faut qu'on continue à faire de l'analyse d'activité pour vraiment bien comprendre les interactions qu'il y a entre les opérateurs dans les différents locaux de vie ou opérationnels. Et donc, pour ça, on a l'aide d'experts opérationnels qui sont capables de nous décrire l'activité à bord des navires. On peut passer à la slide suivante. Alors, pour conclure, donc en résumé, on a mis en place une méthodologie de caractérisation du confort acoustique. On a fait l'acquisition de nouveaux matériels qu'on est en train de prendre en main. On a fait une première étude numérique sur l'intelligibilité et on a des premiers traitements psychoacoustiques. Donc là, à plus long terme, ce qu'on aimerait bien, c'est construire une base de données en allant recueillir à bord les différents environnements sonores qu'on pourra ensuite utiliser notamment dans les simulateurs pour reproduire les sons. On aimerait bien mettre en place une petite expérimentation sur un jury test pour recueillir leurs perceptions subjectives. Calculer la perception objective avec des critères psychoacoustiques qu'on validera ensuite par des mesures. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, parce qu'effectivement, là, on adresse un vrai problème pour les marins dans leur environnement, que ce soit pour, comme vous l'avez souligné, pour l'environnement opérationnel ou pour leur repos, pour leur bien-être. Donc, je vous félicite pour ces travaux, et effectivement, vous annoncez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ben, c'est très bien.
Alors moi, j'ai juste une question, je me suis posé, mais là, on fait toutes les mesures avec, effectivement, selon comment dire, les fréquences audibles et les fréquences non audibles. Est-ce qu'elles ont un impact sur l'humain, malgré tout? Je veux dire, est-ce que le corps, lui, ne les encaisse pas aussi? Oui, les basses fréquences ont un impact, enfin, surtout les vibrations. Après, oui, c'est des choses qu'on pourra regarder dans 10 ans, quand on aura réglé ce problème-là. Et après, les très hautes fréquences, généralement, plus on avance dans l'âge et moins on y est sensible. Mais oui, quand on est jeune, on est capable d'entendre au-delà de 20 kilos. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée, peut-être aussi? Dépendant du récepteur, c'est-à-dire de l'humain, puisqu'on constate dans les open space où certaines personnes sont très sensibles au moindre bruit de fond et d'autres absolument pas. Il peut y avoir une perceuse à côté, ils ne sont pas perturbés. Donc comment est-ce que c'est pris en compte dans les informations qui vous sont remontées en fait? Vous traitez ça de manière statistique ou... Oui, justement, l'objectif, donc, c'est vraiment avoir une base de données sonores qu'après on fasse écouter à un large panel d'utilisateurs cette base de données pour qu'ils nous disent bah là ça me gêne pas, là c'est agréable, etc. Et en fait ces résultats-là qui sont subjectifs, on va les mettre face aux critères objectifs. Donc en fait on aura calculé des indices psychoacoustiques sur les mêmes échantillons sonores qu'on aura fait écouter à notre jury. Et du coup, en comparant les critères objectifs et les résultats subjectifs, eh bien, on pourra mettre en place un modèle psychoacoustique qui, normalement, si on a utilisé un large panel d'auditeurs, pourra nous permettre de prédire à l'avenir un peu le ressenti de l'opérateur à bord. Donc oui, c'est de la statistique. Et je dirais même, en plus, ça dépend de la culture. Donc en fait, d'un équipage français à un équipage étranger, ça se trouve, enfin, certainement, on aura des résultats différents. Une question sur le complément. Est-ce que vous envisagez un complément avec l'actif, c'est-à-dire maintenant il y a les casques Bang, il y a des casques Onera, il y a des casques qui filtrent en fait l'ambiance ou alors voix qui filtrent tout et puis qui recréent juste la voix humaine et il n'y a plus de bruit de fond. Est-ce que vous étudiez ça aussi en complément de l'étude de l'ambiance acoustique des locaux? Oui, on s'intéresse à ces sujets aussi, bien sûr. Je vais compléter. On en a déjà parlé. Et en fait, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que, je l'ai dit, c'est que les marins, ils partent en mer pendant plusieurs mois. Donc, porter des casques en permanence, ça paraît quand même peu envisageable. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'intéresse à d'autres d'autres solutions pour essayer de réduire les effets négatifs du bruit sur le marin. Si ça pique simplement dans un avion de surface, comment je pense au bruit, tout ce qui est activité aérienne, sinon, Alors, c'est vrai que nous, on est à Cherbourg, donc nos premiers travaux, on les a surtout orientés sous-marins. Mais là, la prochaine étape, c'est vraiment de monter en puissance sur les bâtiments de surface. C'est très clair. Et le porte-avions est un sujet. Bien, je vous remercie.